Les arènes de Nîmes sont régulièrement le théâtre d'un bon nombre de spectacles taurins, mais en dehors du taureau, une autre bête à cornes fait aussi l'actualité de temps en temps. Il s'agit de la closilie romaine, une espèce d'escargot restée prisonnière de ces arènes depuis 2000 ans et qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde qu'ici et dans les Apennins près de Rome. Ceci dit, nous allons parler d'escargots moins rares, certes, mais présentant d'autres qualités intéressantes, notamment pour les gastronomes. Lors des Journées méditerranéennes des saveurs, en juin 2018, un week-end regroupant un grand nombre d'exposants a été organisé à Nîmes, tout près des arènes justement, et à cette occasion, deux élevages d'escargots figuraient parmi les stands et présentaient leurs produits. Nous nous sommes rendus tôt le matin à Clarensac, près de Nîmes, pour une visite de l'élevage des escargots de l'Avonage, ce qui va nous permettre d'en savoir un peu plus sur ce métier assez peu connu. Adrien Jourdan a bien voulu répondre avec fougue et passion à de nombreuses questions concernant le métier d'héliciculteur, la structure de l'élevage, son fonctionnement, mais aussi sur les différentes variétés d'escargots comestibles et les produits commercialisés. Au début, même, je voulais faire de l'insecte comestible. Mais le français n'est pas prêt à changer son régime alimentaire. Et je cherchais un produit à faire, à transformer moi-même. Et je suis tombé sur l'escargot. Mais c'est très compliqué, complexe à faire revenir. Dans le Gard que je connaisse, on serait 5 éleveurs dans le Gard. Il existe une association qui est l'Aspersa, qui englobe les éleveurs d'escargots de la France entière. Voilà. Il y a un cahier des charges pour y adhérer et aussi qui sert à recenser les éleveurs en France. Côté à peu près en France qui a en moyenne 270 producteurs. J'ai mis de l'escargot petit gris en parc pour qu'ils se reproduisent. Et donc ça m'a fait des naissins. Et je vais voir s'ils arrivent à maturité, quoi. Et voir la qualité d'escargot. Pour avoir du naissin de petit gris, c'est très compliqué. Ça, c'est des escargots qui sont nés à Boisseron, à côté de Sommières. Je vais faire une image d'un naissin. Voilà ce que c'est un naissin d'escargot. C'est un naissin qui a une dizaine de jours, ça. Je pars de ça, que j'amène à maturité. Ça a 2 semaines. Un poil plus, 3 on va dire. Donc là, tu as vraiment le tout petit. Hein. Ça, c'est déjà un peu plus gros. Voilà. Ça, c'est mes derniers mis en parc. Donc là, ici, j'élève donc 2 variétés, le petit gris et le gros gris, dont on peut les reconnaître à leur couleur. Donc celui-là, le gros gris, est bordé vraiment gris, sombre, et le petit gris, qui lui est plus bordé crème. Voilà. C'est un escargot qui a fait en moyenne à peu près une quinzaine de grammes, et celui-là fait à peu près 35 grammes. Ça, c'est un escargot d'un gros gris qui est prêt à être ramassé, donc à partir à la consommation. C'est une question de variété. Ça, c'est un escargot qu'on retrouve à l'état sauvage chez nous, ce petit gris. Et ce gros gris ne se trouve qu'en élevage. Voilà. On ne le trouve pas en état sauvage chez nous, ça. C'est un escargot qui a été importé dans les années 80 pour remplacer l'escargot de Bourgogne qui ne s'élève pas. Ça, c'est le petit gris. Il a un gros bourrelet, là, l'escargot, là. C'est là où il stocke ses œufs, quoi. Ça, c'est un escargot qui va pondre. J'ai une base d'escargots sauvages que j'ai mis dans le parc et que j'ai laissé se reproduire. Vulgairement, je fais de l'engraissage. En 120 jours, on estime qu'ils sont bordés. Donc, qu'ils vont attaquer à se reproduire, on ramasse. Ça, c'est un escargot qui s'est reproduit et qui est prêt maintenant à être ramassé. Voilà. Et ça ne sert à rien de les laisser en parc. Il ne grossira pas plus. Le seul truc qui peut y arriver, c'est mourir. Parce qu'après, ils s'épuisent. Tant qu'ils peuvent, ils vont s'accoupler, jusqu'à mourir. J'ai qu'une récolte par an. Parce que le problème qu'il y a, c'est qu'après, si j'en remets d'autres, déjà, il faut pouvoir se fournir en essai. Au premier coup de froid, ils se bloquent. Ils s'enterrent. Donc, j'aurai pas des escargots adultes. Pour l'élevage, ça me joue. C'est la moyenne. Mais il y a tout qui rentre en compte. On a pris une semaine de vent. Moi, je les arrête. On coupe la croissance. Donc, tout ça fait
qu'on décale le cycle. La journée va commencer plutôt au lever du jour, même un peu avant, pour vérifier que les escargots sont bien dehors, qu'il n'y a pas eu d'attaque quelle qu'elle soit, et vérifier qu'ils mangent bien, que tout se passe bien. Et en fait, ça monte crescendo, le travail. Pour l'instant, quand ils sont tout petits, comme là, on voit, je nettoie les parcs, je surveille qu'il n'y ait pas d'attaque de prédateurs et trop de mortalité. Après, c'est de l'entretien. Comme on voit, là j'ai coupé tout le dessus, j'ai refait mes allées autour. En fait, c'est du nettoyage, essayer de ne pas se faire déborder par la végétation. Là, c'est le fait de semer aussi 100 mètres de désherbant. On voit que c'est plutôt les adventices, les mauvaises herbes qui ont pris le dessus. Là, il me faut vite nettoyer avant qu'il y ait de l'herbe, parce que si j'ai des escargots qui sortent, il me faut pouvoir les trouver, quoi. Je fais un mélange d'eau, de vinaigre et de gros sel. Ça ne tue pas les herbes, ça les brûle. Mais il faut passer plus souvent. Voilà. Et après, c'est de l'aliment, donner du complément. L'aliment, c'est surtout en fait du calcaire et de la céréale broyée. Et après, comme on le voit, ils se nourrissent de ce qu'il y a sur la place. J'ai du chou, j'ai de la luzerne, j'ai de la betterave aussi, qui est là. On la voit là. Ici, j'ai de la feuille de betterave, voilà, qu'ils attaquent surtout en second. Du colza, qui a plu déjà, parce qu'ils l'ont déjà mangé ici, sur celui-là. Ce qu'ils mangent en premier, le colza. Hein. Si l'escargot il a tout ce qu'il faut sur place, il reste là quand même, il n'y a pas trop de soucis. Hein. Mais le problème, c'est que la clôture électrique, avec l'humidité du matin, si le premier va venir, va se piquer, le second, le deuxième, le troisième, et puis après ils vont créer un pont, et après ça passe. Hein. Si je ramasse, mettons, au mois de septembre, qu'il fait chaud, je ne peux pas venir trop tôt, et je ne peux pas continuer trop tard, parce qu'il ne faut pas qu'ils prennent un coup de chaleur. Ici, en tout, j'en ai 300 000. Après, mon problème aussi, c'est ça. Voilà. Tu vois des limaces de partout, de partout, de partout. Je suis envahi là. Envahi. C'est surtout qu'elle peut être vectrice de maladies. En fait, il y en a qui vont se coller sur ma clôture électrique. Hein. D'où le retour que j'ai la sale grille. Problème, les estivins. Voilà. Ça aussi, nocif. Hein. Ça, c'est rongeur. Voilà. Donc en fait, là j'ai bouché un trou. Les rongeurs ils se baladent dans les allées. Ah non, mais ils mangent le filet, ils rentrent. Le ramassage va être dicté par la météo. Donc en moyenne, c'est à 120 jours de mise en parc. Là, en gros, je fais ça. Hein. Voilà. Voilà comment ils sont là. Donc en fait, après, moi je viens là. Et je ramasse. Voilà, je suis mal positionné. Je tourne à peu près une densité d'escargots à 300 escargots au mètre carré. Quoi. Je sors quoi à peu près? Ça fait 2 tonnes à peu près d'escargots vivants. C'est minimum 4 jours de jeûne. Donc après je fais de la chair. J'estime que je vais passer tant de quantité et je fais un stock. C'est de la gestion, c'est tout. Hein. Ça c'est ma matière première. Voilà. Sur l'étiquette, c'est marqué déjà la variété de l'escargot, Helix aspersa. C'est l'escargot qu'on a vu en parc tout à l'heure, gros gris, donc qui peut être allergène. Donc sur une étiquette, c'est entre parenthèses souligné et en gras, comme d'ailleurs le beurre, qui peut être un allergène. Sur le marché, je vends aux restaurateurs et aux particuliers. C'est mon escargot et c'est mes parcs. C'est comme ça chez moi. Qu'est-ce qu'il y a, cuisinière? J'abats, je décoquille et j'en fais. Après, je trie les chairs. Une chair, elle va être pour faire des bocaux, une autre pour des brochettes, une autre pour de la coquille. Et après, j'ai un calibre. La 3 grammes, elle va faire ça. La 4 grammes et demi, elle va faire ça. La 5 grammes, elle va faire ça. Au-dessus ou en dessous, j'en fais autre chose. Après, je travaille sur ce stock. Donc, c'est pour ça que moi, pour l'instant, la première année, ma toute première année, j'en ai fait 100 000. Ma seconde année, j'en ai fait 200 000. J'en fais 300 000.
Ah non, il va falloir sortir de là. Hein. Parce qu'après, le but, ce parc là-bas, il est en jachère, hein, repos. Donc en fait, ce que je ferai, arrivé en septembre, c'est que je ramasserai du demi-escargot qui ne serait pas prêt, je le ferai hiberner. Et arrivé au mois de mars, je le remettrai en parc. Donc, et j'aurai toujours ce cycle. Arrivé en mars, il sera prêt au mois de mai à s'accoupler. Et arrivé de cette époque-ci, fin juin, à re-avoir du naissant en parc. Et de la même époque, je ramasserai mes reproducteurs. Voilà. Ce qu'il faut rajouter à ce témoignage, c'est que cet élevage, malgré son jeune âge, a déjà acquis une certaine notoriété publique et la reconnaissance du milieu professionnel de l'héliciculture. Il a été sélectionné pour participer au sein du pavillon du Gard au Salon de l'Agriculture à Paris en 2018. La presse locale, mais aussi nationale, au travers de revues spécialisées, lui ont consacré de nombreux articles. Ces encouragements sont porteurs d'espoir quant au développement de cette profession en général, mais aussi en particulier à l'essor et à la pérennité de cette dynamique exploitation.